Alors, nous sommes là pour parler de la liste électorale. Donc, sans plus tarder, on va aller voir attendez qu'on se positionne bien pour que nos amis de la presse puissent mieux capter les sons et les images. C'est bon, ça va? Ok. Donc je disais que sans plus tarder, on va commencer, on va entrer dans le vif du sujet. Nous avons fait un travail technique d'analyse de la liste électorale, bien évidemment en ma qualité de responsable du parti du FPI. La mission m'a été confiée donc par le vice-président chargé des élections. C'est l'assistance technique pour creuser la liste électorale et puis mettre à la disposition du parti les arguments scientifiques, objectifs qui viennent donc de ce qu'on a reçu de la CEI, c'est-à-dire la liste électorale. Alors, le déroulé donc, de cette présentation sera de présenter d'abord la méthodologie du travail, c'est-à-dire les aspects techniques, les outils qui ont été utilisés dans ce travail, les axes de recherche. Ensuite, je vais survoler l'évolution globale de la liste électorale, pour qu'on voit les grandes tendances. Et après, on va creuser pour parler des aspects de violation de l'article 7 du Code électoral et parler aussi des nombreux cas d'identité incomplète des électeurs, parler des parents ou multiples enfants électeurs, donc les pères et les mères qui sont géniteurs de plusieurs centaines, souvent même milliers d'électeurs sur la liste électorale, ce qui, bien évidemment, défie toute rationalité. Ensuite, nous allons parler des doublons et nous allons finir par parler de la transhumance. Et enfin, tirer les conclusions et faire quelques recommandations donc à la vice-présidence chargée des élections qui nous a commis de faire ce travail. Donc voici un peu le schéma directeur que nous allons suivre pour cette conférence. Alors, la question centrale qui nous a guidés dans ce travail, c'est de savoir si la liste électorale est suffisamment crédible. Voilà, c'est ça la question, l'objectif donc de l'analyse, du travail que nous avons fait. Parce que toute analyse doit avoir un objectif. On ne fait pas une analyse au hasard. L'objectif en faisant l'analyse, en tant que parti d'opposition, dans l'opposition, en tant que parti responsable, si nous avons des griefs à porter contre la liste électorale, il faudrait que cela soit fait de façon objective, transparente, parce que nous aussi nous voulons la transparence de cette liste électorale, donc nous-mêmes, dans notre démarche, nous devons être transparents. Voilà. Donc clairement, nous avons cherché les du contraire pour dire que la liste électorale n'est pas suffisamment crédible. Alors, déjà, faire languir votre appétit, la conclusion finale, c'est que cette liste électorale n'est pas crédible. Mais on va y arriver. Pas à pas, on va démontrer comment on a construit l'argumentaire qui nous permet donc d'arriver à cette conclusion. Alors, qu'est-ce que nous avons analysé dans notre travail? C'est vrai que nous sommes dans le contentieux, je veux dire la période
le contentieux de la liste électorale la plus récente, donc celle de 2024-2025, on ne sait plus trop, mais c'est bien sûr la dernière liste électorale. Et donc c'est elle qui est vraiment au centre de notre analyse. Mais en tant que statisticien, on sait que quand tu fais l'analyse des données, si tu t'arrêtes seulement à un point T ou bien un moment M, c'est vrai que tu peux analyser les données que tu vas trouver des choses. Mais c'est encore plus intéressant d'avoir tout l'historique. Par l'information professionnelle, nous on travaille avec des tendances historiques. C'est ça le plus important. Parce que si tu t'arrêtes à un point aujourd'hui, point in time, il y a des choses que tu ne vas pas voir. Donc tu dois faire ce qu'on appelle through the cycle. Il faut faire tout le cycle pour voir quand ça monte, quand ça descend, et ça te renseigne mieux sur ce que tu veux comprendre, sur ce que tu cherches. Et donc c'est cette approche qu'on a suivie. Et on a reçu beaucoup de listes électorales avant la phase de la CEI. Donc la liste de 2010, 2015, 2016, 2020, la liste provisoire de 2020 et la liste définitive de 2020, la liste provisoire de 2023 et la définitive de 2023, et maintenant la liste provisoire de 2025. Donc ça fait beaucoup de listes électorales, mais c'est la même liste en fait, qui évolue. Et donc si on analyse seulement la fin, c'est-à-dire que là où on est maintenant, on ne va pas tout comprendre. C'est pour ça que nous avons tout analysé. Voilà, nous avons tout analysé pour voir les grandes tendances et les grands mouvements qui pourraient donc avoir une importance analytique et nous aider à aller répondre à la question centrale qu'on s'est posée dès le début de l'étude. Alors, qu'est-ce que nous avons reçu exactement de la CEI dans toutes les listes électorales qu'elle nous a envoyées? Nous avons reçu un fichier électronique sur un support donc clé. Le fichier est en CSV. C'est pas grave, ceux qui ne sont pas habitués à toutes ces techniques, ne vous en faites pas. Mais nous voulons juste être transparents. Ceux qui savent de quoi il s'agit, au moins, ils voient ce qu'on a reçu comme fichier et à quoi ça ressemble et quelle est la flexibilité d'analyse de ce fichier. Est-ce que tout le monde a la capacité d'ouvrir le fichier que la CEI donne sur une clé et puis commencer à fouiller? Voilà. Non. Parce que le support CSV qui vient, alors c'est un peu comme l'outil Excel, c'est aussi une version de l'outil Excel, mais ce n'est pas une version que tu peux ouvrir directement dans Excel et puis commencer à travailler là-dessus. Alors, les formats CSV sont utilisés quand tu veux stocker beaucoup de données. Donc, ça a une capacité de stockage élevée, mais ça n'a pas une capacité d'analyse directement sur ce qui est stocké. Donc, du coup, quand tu reçois des données en format CSV, si ces données-là ne sont pas trop grandes, tu peux les transformer directement dans Excel. Parce que Excel a une limite. Voilà, quand tu vas jusqu'à 1 million déjà de lignes, Excel commence à s'essouffler. Alors que la liste électorale, c'est au moins 5 millions. Donc clairement, on ne peut pas analyser non plus cette liste électorale en partant du CSV directement à Excel. Ce n'est pas possible. Ça ne va même pas s'ouvrir parce que c'est trop gros. Et donc il faut des outils vraiment appropriés pour pouvoir ouvrir même le fichier que la CEI donne. Voilà. Et bon, il y a plusieurs outils, mais nous, l'outil que nous avons utilisé, c'est l'outil SQL. SQL, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de programmation pour analyser les bases de données, donc les databases. Et c'est quoi un outil de programmation? Alors, à la différence Excel, pour ceux qui l'ont utilisé, ou bien Word, pour ceux qui l'ont utilisé, quand tu joues dessus, tu commences à taper ce que tu veux, tu commences à faire les calculs que tu veux dans Excel. Mais
les outils de programmation, c'est pas comme ça fonctionne. Tu dois programmer, écrire en langage informatique ce que tu veux faire. Donc tu ne peux pas commencer à écrire 2 plus 2 sans se donner 4 mots. Tu dois écrire un programme pour dire à l'ordinateur, voici ce que je veux faire, je veux que l'ordinateur me calcule 2 plus 2. Voici où sont les données initiales. L'ordinateur doit faire le calcul ici et me donner le résultat là. Tout ça, tu dois écrire ça. Mais évidemment, quand on dit que tu dois écrire ça, ce n'est pas que tu te mets à écrire, je veux que tu me fasses ça et que ça va faire. C'est pas comme ça. Il faut écrire ça en langage de programmation. Et donc, le SQL a aussi son langage. Donc, il faut savoir comment programmer en SQL. Alors, là sur l'écran, vous voyez un peu une image de ce que SQL est. Ça donne une idée un peu. Donc, vous pouvez voir quelque part la liste des listes électorales qui ont été importées dans SQL, c'est-à-dire du format CSV reçu par la série. Nous les avons importées, donc mises dans le programme SQL. Et puis maintenant, quand on écrit le programme SQL, on dit va chercher dans telle table, soit liste de 2010, 15, 16, et fais-moi cette recherche ou ce calcul, ou bien interroge, je veux comprendre ceci, cela, tu écris tout ça, et puis quand c'est bien écrit, quand tu appuies, exécute, ça tourne, et en moins d'une minute, ça te sort le résultat. Alors tout à l'heure, selon le temps, on pourra faire une petite démonstration, parce que le film n'est pas long pour le projecteur, donc je le laisse là-bas après, pour faire une petite démonstration voilà. En plus de ce que vous voyez là, mais concrètement, voir ça en action, ce n'est pas mauvais aussi. Et donc quand on fait les recherches dans l'outil SQL, ça donne des... Si évidemment ces résultats-là ne sont pas en capacité d'Excel, on les exporte sur Excel, et puis là-bas on peut faire des graphiques, on peut analyser encore davantage les résultats qui ont été donnés par le SQL. Donc c'est un travail qui a plusieurs étapes, et toutes ces étapes-là nécessitent quand même une certaine compétence en la matière. Et c'est vrai que si l'outil Excel est plus ou moins à la portée, on va dire désormais peut-être pas tout le monde, mais de beaucoup de personnes, et j'espère quand même que par exemple nos étudiants, ils savent au moins comment utiliser Excel. Sinon, s'ils ne savent pas comment utiliser Excel, c'est qu'ils ne sont même pas de cette époque. Parce que Excel même commence à être démodé, on passe à autre chose. On passe maintenant à d'autres versions de Excel qu'on appelle Power BI, mais bon, ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Les choses vont très vite. Mais au moins, il faut connaître ce qu'on appelle le basic, les outils de base, et puis après, s'intéresser aussi aux outils pour faire les choses plus grandes. Parce qu'évidemment, si tu n'as plus les connaissances en Excel, tu ne peux même pas ouvrir le budget que la série donne. C'est déjà ça, tu es bloqué. Et en plus forte raison, l'analyser davantage, etc. Parce que c'est quand même 8 millions, je te dis, avec plusieurs colonnes, donc ça fait beaucoup de données. Alors, à ce propos, je voudrais donc dire que ce que la série nous donne, c'est juste les données alphanumériques. Donc, on n'a pas reçu les photos ni les empreintes digitales. Voilà. Donc, toute notre analyse a été faite seulement sur les données alphanumériques, donc qui sont enregistrées par colonne historique, les chiffres ou les lettres dans chaque ligne et colonne. Mais on n'a pas reçu les photos et les empreintes digitales. Vous pouvez déjà comprendre le problème que cela pose, c'est que les photos donnent encore, les photos et les empreintes digitales sont les aspects biométriques de l'identité et qui sont les aspects même les plus fiables, surtout les empreintes digitales. Photos, on peut se les empreintes digitales, la probabilité que deux personnes aient la même empreinte digitale, et si je me trompe, c'est 1 sur 1 million au moins. Donc c'est vraiment très rare.
Mais on n'a pas accès à cette donnée. Donc on a utilisé seulement ce que la CEI nous a donné. Alors, donc, quand la CEI dit chacun peut faire son audit, voilà que c'est possible. Parce que pour faire l'audit, il faut avoir déjà tous les éléments. Mais on n'a pas tous les éléments. Donc, c'est un audit vraiment partiel qu'on peut faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut un vrai audit indépendant. Là, c'est l'une des raisons de départ. Puisque tout le monde n'a pas accès à la matière, comment on peut demander donc à chacun de faire un audit? Parce qu'on entend souvent, oui, quand on affiche la liste électorale, chaque citoyen peut aller faire l'audit. Non, il ne faut pas utiliser les termes à la pièce. Ce n'est pas un audit que chaque citoyen peut faire. D'abord, ce que nous recevons comme parti politique, les informations que nous recevons sur la clé remise par la CEI, le citoyen qui va juste vérifier les bureaux n'a même pas toutes ces informations. Lui, il voit juste une petite partie. Et nous, on voit plus. Mais ce que nous, on voit même pas encore complet. Donc, évidemment, ni le citoyen qui va juste vérifier si son nom est sur la liste ou pas, il peut faire un audit. Nous-mêmes, nous pouvons faire un audit, mais toujours partiel. Il n'y a que la CEI qui détient vraiment toutes les informations, qui peut elle-même faire un audit, mais ça ne sert à rien de t'auditer toi-même. Donc, si on veut vraiment faire un audit, l'audit doit être indépendant, commettre quelqu'un assermenté qui va réellement faire l'audit. C'est-à-dire que cette personne aura donc accès à toutes les informations nécessaires pour faire un audit. Voilà, ça c'est soit dit en passant. On continue. Alors, quels sont les axes de recherche que nous avons suivis dans cette analyse? Dans le premier temps, nous avons analysé l'évolution d'ensemble de la liste électorale de façon globalement totale, mais aussi dans le détail. Nous l'avons fait par département, par commune, par lieu de vote. On a vraiment disséqué la liste électorale. On a tout. En tout cas, ce qui a été remis, on a analysé à divers niveaux. Ce n'est pas tout qui est dans cette présentation, parce que dans tous les cas, au niveau du parti, nous travaillons aussi sur les stratégies électorales du parti. Donc, cette liste électorale-là nous est utile aussi dans ce travail pour voir quelles sont les différences, sous quels différents angles l'analyser. Donc, ça, c'est un travail interne au parti. Ce n'est pas tout qui est présenté ici. Ce qu'on vous présente ici, c'est ce qui pose problème que nous voulons voir être amélioré par l'exigence ou la demande ou la revendication qui est de faire un audit indépendant. D'accord, on continue. Donc nous avons analysé la liste électorale au total comme par département. Et ensuite, nous avons identifié des anomalies pour mieux comprendre d'abord d'où viennent ces anomalies, quelles sont leurs natures, etc. Alors, pour le faire, nous avons ciblé d'abord les aspects, on va dire, requis par la loi, les aspects légaux, indispensables, qui ne doivent pas manquer. Est-ce que ces aspects-là ont été tous présents comme cela devait l'être du code électoral, qui donne les conditions ou bien les informations requises au-dessus de la liste électorale. Nous avons vérifié si cet article 7 a été suivi, c'est-à-dire si chaque électeur a été régulièrement inscrit sur la liste électorale conformément au code électoral. Parce que la liste électorale, c'est un document qui a cadré. On ne s'inscrit pas sur la liste électorale n'importe comment. Il y a une procédure, il y a des exigences. Est-ce que ces procédures ont été suivies? Est-ce que ces exigences légales ont été respectées? Alors, jusqu'à présent, vous comprenez que c'est un travail objectif qui regarde donc ce que la loi demande, qui regarde ce que la CEI nous a donné, et puis qui fait le mapping, qui compare. Aussi simple que ça, déjà pour commencer. Donc, il n'y a aucune opinion qui entre en jeu à ce niveau. On regarde les faits, c'est factuel. La liste électorale nous a été remise, on regarde si elle est conforme à la loi. Tout à l'heure, on va aller en profondeur.
Et on est allé pour voir, donc au-delà de l'article 7, on va dire, est-ce que tous les électeurs même ont une identité qui est au moins claire sur la liste électorale? Parce que c'est le minimum. Et là encore, on a vu que ce n'est pas le cas. Il y a des électeurs dont les informations de base, ou alors les informations primaires, manquent. Qu'est-ce que nous appelons information primaire ou information de base? C'est-à-dire, c'est toi-même l'électeur, ton nom, tes prénoms, ta date de naissance, ton lieu de naissance, ton sexe, ton genre. Et puis, au moins le nom et prénom de tes parents. Voilà, ça, on se dit que toute personne, de façon raisonnable, devait connaître ces informations. Tu peux forcément ne pas connaître la date de naissance de tes parents. Donc, on n'a pas mis ça dans ce qu'on appelait les critères d'information primaire ou d'information de base. Mais si tu ne connais pas la date de naissance, même les lieux de naissance de tes parents, tu dois connaître au moins leur nom. Tu n'es pas descendu du ciel. Voilà, donc, oui, on se dit que ces informations primaires, ces informations de base, qui sont aussi dans ce que le code électoral demande, comme au-delà de ces informations de base, le code électoral demande d'autres informations, on a essayé de se limiter même à ce minimum raisonnable. Et même là encore, ce n'est pas tous les électeurs sur la liste électorale qui ont décliné cette identité de base. Donc ça, c'est toujours une violation de l'article 7 du code électoral, mais une violation grave, parce que là même, on ne sait même pas qui tu es. On ne sait pas qui tu es. Toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Et puis tu votes. Et après, nous avons vérifié la question des parents aux multiples enfants sur la liste électorale, et puis la question des doublons, et ensuite la question donc de la transhumance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, on va donc rentrer dans les détails. L'évolution de la liste électorale de 2010 à 2024. Bon, les graphiques sont là pour donner rapidement un visuel sur ce que ça représente. On voit que ça monte, d'accord? La liste électorale, au fur et à mesure, les gens s'expriment dessus, la population augmente, donc c'est normal que ça augmente. Mais quand on regarde un peu dans le détail, quand on compare la période de 2010 à 2015, aux périodes de 2015 à 2020 et 2020 à 2024, c'est-à-dire donc, on va dire, par tranche de 5 ans, même si la dernière tranche n'a pas encore totalement 5 ans, mais ça va 4 ou 5 ans proche, on voit que de 2010 à 2015, la liste électorale a fait une progression de 10%. Mais de 2015 à 2020, elle a fait une progression de 19%, donc quasiment le double de la progression de la première tranche. Bon, on se demande, est-ce que c'est normal? Est-ce que déjà à ce niveau, il y a quelque chose qu'on doit noter dans le fil de notre analyse pour chercher à comprendre mieux plus tard? Pour l'instant, nous ne disons pas qu'il y a quelque chose qui est évidemment anormal, parce que la liste électorale fait une croissance, mais quand même, le taux de croissance sur les différentes périodes de 5 ans, 5 ans, alors ça pose quand même quelques interrogations. Alors, si on peut attribuer, je dis la première tranche, la progression de 10%, parce que, oui, dans cette période, il y a eu beaucoup de personnes qui ont appelé au boycott de la liste électorale, et donc avoir une progression qui soit la plus faible des différentes tranches, cela nous semble raisonnable. Mais avoir le double de la progression de 2010 à 2015,
en 2015 à 2020, alors que le boycott est toujours en vigueur à cette période, là, ça entraîne des interrogations. Et ça dit que ceux qui n'ont pas boycotté la liste ont vraiment travaillé, ont vraiment envahi la liste. Évidemment, oui, c'est ce que ça dit. Bon, mais en le faisant, est-ce que tout s'est fait vraiment dans les normes? Ou alors, avec cette participation massive sur la liste électorale, il a pu y avoir des raccourcis qui ont été pris ou bien des défaillances dans le processus. C'est possible. Pour l'instant, nous constatons seulement qu'il y a là quelque chose à creuser. On avance. Alors, on va maintenant à l'article 7 du Code électoral. Que dit cet article? Je le lis. La liste électorale contient les éléments d'identification des électeurs, à savoir le numéro d'ordre, le numéro d'enregistrement unique, nom et prénom, date et lieu de naissance, le sexe, la profession, le domicile, nom et prénom du père, date et lieu de naissance du père, nom et prénom de la mère, date et lieu de naissance de la mère, la photo d'identité et les empreintes digitales et tous les droits en cours par. Voilà. Ça, c'est la loi qui exige cela. C'est ce que la loi dit. L'article 7 du Code électoral, il est très clair. Et son intention, c'est d'identifier l'électeur. Et on voit bien qu'en demandant toutes ces informations, l'esprit donc du législateur, c'est de faire en sorte qu'il y ait plusieurs niveaux de sécurité dans l'identification, de telle sorte qu'il n'y ait pas de doute possible, en tout cas, sinon, à une très très faible probabilité qu'il y ait un doute sur l'identité de chaque électeur. Et c'est fait pour la transparence, pour la crédibilité de l'élection. Donc c'est ça l'intention de l'article 7. Mais, qu'est-ce que nous constatons? Est-ce que cette liste électorale-là, tous les électeurs qui sont dessus, rentrent dans le cadre donc, de cet article 7 dont l'intention est d'identifier clairement chaque électeur? Non. Alors le graphique qui est là nous montre de façon cumulative, c'est-à-dire que chaque année, ce qui vient s'ajouter sur l'autre. En orange, c'est le total donc des électeurs. Et en bleu, ce sont les électeurs qui ne remplissent pas les critères de l'article 7. Alors, quand on dit qu'ils ne remplissent pas les critères de l'article 7, notre méthode de recherche est la suivante. On a écrit le programme SQL pour interroger chaque liste électorale et nous sortir les électeurs qui ont au moins un élément qui manque dans ce que l'article 7 demande. Au moins un. Et donc, dès qu'il y a un élément qui manque, on te prend en compte. Mais évidemment, sur les autres parcours d'éléments, tandis que d'autres ont un seul élément qui manque, d'autres même ont 6, 7, 8, 9, 10 éléments qui manquent. Tout ça, ils sont comptés et c'est l'évolution qu'on voit là en bleu. Et comme vous pouvez le constater, ça monte dangereusement. Et surtout, sur la liste de 2024, nous sommes à 70%. C'est-à-dire, il y a 70% des électeurs sur la liste électorale de 2024 qui ne sont pas en conformité avec l'article 7. C'est scandaleux. Avant ça, en 2023, c'était 34%. Et donc, depuis, ça monte. De 18% en 2015, c'est passé à 21% en 2016, 30% en 2020, 34% en 2023 et maintenant à 70%. Mais c'est alarmant. Si quelque chose n'est pas fait maintenant pour arrêter cette dégradation de la liste électorale, mais nous sommes en train de faire un faux travail collectivement en tant qu'Ivoiriens.
Ça dit qu'on a une liste électorale qui n'est pas du tout fiable, qui n'est même pas, qui ne respecte pas le minimum légal, mais on continue avec. Pourquoi? À un moment donné, il faut arrêter, il faut nettoyer. Le pays ne peut pas se développer pendant qu'il se développe, sa liste électorale se dégrade. Ça n'a pas de sens. On comprend qu'il peut y avoir eu des problèmes, évidemment, l'état civil, tout ça, mais la tendance aujourd'hui, c'est aller à l'amélioration. Donc si on va dans cette logique de l'amélioration de notre administration, de notre état civil, etc., cela doit se ressentir aussi sur la liste électorale. Mais c'est le contraire qu'on a besoin de voir. Plus on avance, plus le problème devient grave. Donc, le RPI tire la sonnette d'alarme pour dire stop, la liste là n'est pas bonne. Il y a quelque chose qui a été raté, et puis on continue de rater, et puis on est en train de faire du bricolage pour faire comme si ça va. Ça ne va pas. Parce que, figurez-vous, sur 8 millions d'électeurs que nous avons sur cette liste provisoire, il y a 6 millions qui sont en porte-à-faux avec ce que la loi demande. 6 millions sur 8 millions. Voilà, et en 2023, c'était 2 millions, presque 3 millions sur 8 millions. Bon, bref, donc vous comprenez déjà qu'à ce niveau, il y a beaucoup de problèmes. Parce que ça, pour le moment, ce n'est pas une question d'opinion. Ce n'est pas une question de ce que je pense ou ce que je ne pense pas. L'ordinateur, le programme a dit, votre liste électorale là, voilà, ça ne va pas, voilà. Et tous ces éléments, nous allons les remettre à la CIJ, les USB, parce qu'on les a. Parce que, comme j'ai expliqué au début tout à l'heure, quand tu fais la recherche institutionnelle, l'analyse, après, tes résultats sont là. Tu peux les exporter aussi en format CSV. Et donc, comme la CIJ nous a donné un format CSV, on a analysé, on va leur amener aussi le format CSV des 6 millions qui ne respectent pas les critères. Simple. On dit voici, ces 6 millions-là, ça vient de votre propre liste électorale que vous nous avez donnée. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces 6 millions qui ne respectent pas l'article 7? Et puis on va tous regarder. C'est aussi simple que ça. C'est pas une question de. On pense. Non, il n'y a pas d'opinion, il n'y a même pas d'analyse. C'est factuel, c'est de là à là, comme on dit en Côte d'Ivoire. Alors, on avance pour nous. C'est la même information, mais de façon, on va dire, incrémentale. Ça veut dire quoi? Là, tout à l'heure, on a vu l'évolution d'année en année au fur et à mesure. Mais là, on regarde maintenant chaque année. Chaque année seule, qu'est-ce qui se passe? Et là, on voit que, vous voyez, en orange là, c'est les nouvelles inscriptions par RLE. Les nouvelles inscriptions. Ça veut dire qu'on ne compte plus les anciennes inscriptions, on compte seulement ce qu'on a vu dans l'année. Et dans ce qu'on a vu dans l'année là, combien respectent l'article 7 et combien ne respectent pas? On voit que 2020 déjà, vraiment on a eu beaucoup d'inscrits. Mais sur ces inscrits de l'année 2020, il y a 13% qui ne respectent pas l'article 7. En 2022, il y a 20% des nouveaux inscrits qui ne respectent pas, en 2023, il y a 20% des nouveaux inscrits qui ne sont pas conformes à l'article 7. Et subitement, ça est descendu à 8% en 2024. Ça aussi, c'est intéressant à comprendre. Comment jusque-là, chaque fois, les nouveaux inscrits, il y avait une proportion, en tout cas, qui était un peu montante, qui ne respectait pas les critères, et puis subitement, en 2024, ça chute. Ça veut dire que quelque part, on pouvait faire ça. On pouvait travailler comme ça, plus que ce pas haut, mais on a laissé les choses s'accumuler. Parce que ce que ça veut dire, même si en 2024, il y a eu ce qu'on peut appeler amélioration, on va comprendre ça plus tard, mais ça ne change pas tous ceux qui étaient déjà là et qui ne respectaient pas les critères, parce que ça augmente. Seulement, en 2024, ça va augmenter, mais lentement. Parce que ceux qui étaient déjà là sont encore là.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va dire, alors oui, ici, c'est plutôt ceux dont l'identité est incomplète. Voilà. C'est on va dire ceux dont l'identité première n'est pas complète. Voilà, je reprends l'explication ici. Ce n'est pas tout le monde. C'est le petit groupe dont j'ai parlé tout à l'heure. On va vérifier si l'identité première même de l'électeur est établie. Voilà, c'est ce schéma-là, c'est de il s'agit. Donc, ce n'est pas toute la liste électorale. Voilà, c'est eux qui représentent 13% en 2020 et qui représentent 20% en 2023. Ceux qui ont un problème avec leur propre nom et prénom et le nom de leurs parents. C'est quand même énorme. Ce nombre-là, nous sommes en 788 746 électeurs. Aujourd'hui, sur cette liste électorale, il y a 788 000 électeurs qui n'ont pas décliné leur identité première. Bon, c'est des fantômes ou des qu'est-ce que c'est? Comment la CEI a pu laisser ces inscriptions se faire sur la liste électorale? C'est-à-dire là, on n'a même pas encore de demander la profession, les dates, les naissances de tes parents, les lieux de naissance de tes parents. C'est même pas encore ça. Toi-même, ton nom, prénom, nom de ta maman, de ton papa, tu ne connais pas. Et ceux-là, ils sont 788 000. Et ils représentent 8% de tout le corpus électoral. Ce sont des encagoulés, on va dire. Alors, donc, ce groupe-là, c'est la même information qui est ici sur l'Afrique suivante. Voilà, de façon cumulative. Donc, on voit encore, effectivement, que ça va faire un saut en 2020. Donc, c'est en 2020 vraiment que ceux-là sont devenus très nombreux sur la liste. En 2015, on a un bon groupe et en 2020, un autre. Et ces cas-là, très souvent, là où leur nom ou leur prénom ou les noms ou prénoms de leurs parents, c'est marqué inconnu, ND, PND, non déclaré, inconnu, non déclaré, indéterminé, etc. Ce sont ces mentions-là qu'il y a où c'est vide. Donc, soit rien n'est dit, ou alors on met des mentions comme ça, pour dire qu'on ne connaît pas. La personne n'a pas déclaré. Personne non déclaré. Et on appelle ça même PND. Bon, tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est pas. Ça ne doit pas être autorisé sur la liste électorale. On dit non de père, tu es inconnu. Comment inconnu? Non de ta mère, non déclaré. Qui es-tu? Et puis tu votes. Et puis tu as 788 000. Bon, vous pouvez faire des gueules. Alors que vous-même, vous ne connaissez pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Et donc, nous mettons ça en évidence. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes ces listes-là, on les a sur support et on va les remettre à la série comme notre contentieux pour dire voilà cela, enlever de la liste. Simplement. Parce qu'ils ne respectent pas l'article 16, mais vraiment de façon grave, parce qu'eux-mêmes ne connaissent même pas qui ils sont. Donc ça, on ne va même pas pouvoir discuter en éveillé. Si la série ne veut pas les enlever, elle va nous expliquer pourquoi. Et puis on va tous apprécier. Alors on continue. On dira donc que pour ce premier cas d'analyse donc de la liste électorale par rapport à l'article 16, en tout cas, il y a des situations, on peut appeler ça anomalie, mais c'est une violation de la loi. Donc ça va même au-delà de l'anomalie qui peut être un peu une erreur bénie. Non, là, c'est une grosse faute. Parce que c'est une violation de la loi. Et quand on sait que tout le discours
des officiers de la CEI. C'est la loi dit, la loi dit. Donc la loi doit faire ça. Mais la loi dit l'article 7 que vous violez chaque jour. Vous dites quoi? La CEI s'est perdue que ce cas-là viole l'article 7. Mais est-ce que vous les avez une fois entendu parler de cet article 7? Jamais. Il n'en parle pas. Quand il parle, il parle d'autres articles. Comme si. Voilà, mais pourtant, ça c'est l'article fondamental du code électoral. Pour s'inscrire en tout cas sur la liste électorale. Ils n'ont jamais respecté. Il est violé chaque de façon grave et la CEI n'en parle pas. Donc la CEI même n'est pas transparente déjà dans sa démarche. Sinon, en tant qu'arbitre, si tu es vraiment un arbitre impartial, quand tu viens présenter les problèmes que tu dois gérer, mais il faut être transparent avec les humains. Pour dire que, ah, franchement, bon, on parle de l'article 6 qui dit qu'il faut faire la révision de la liste de droits chaque année. Tout le monde se focalise sur ça. Mais il y a l'article 7 qui est là aussi, il est arrivé juste après le 6 là. Mais il faut qu'on s'y voit pas. Pourtant, nous on a dit, nous, il y a l'article 7 que vous violez chaque jour. Donc, on veut que cela soit rectifié. Sinon, la CEI serait donc en train de violer son mandat. Parce qu'une institution ne peut pas sciemment continuer de violer la loi. On passe donc au cas des maires avec un nombre irrationnel de progéniture sur la liste électorale. Alors ici, comment on a procédé? Sur la liste électorale, comme j'ai dit tout à l'heure par l'article 7, on voit les informations qui sont requises. Donc au niveau des parents, on demande le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu de naissance des deux parents. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons cherché, écrit le programme, pour que ça cherche tous ceux dont la mère a le même nom, le même prénom, la même date de naissance, le même lieu de naissance avec la maman d'un autre lecteur. Vraiment, en principe, c'est la même personne. Même nom, même prénom, même date de naissance, même lieu de naissance. Et ça nous a sorti des choses extraordinaires. Alors, regardons le tableau qui est là. En 2010, le programme nous a sorti qu'il y avait seulement que 30 mères qui avaient des enfants entre 15 et 50 enfants sur la liste, toute la liste de plus de 5 millions. Elles étaient que 30. Et le nombre de leurs enfants ne dépassait pas 50. Mais en 2015, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a 4747 mères dont le nombre d'enfants même, bon, en 15 et 50 là, elles sont 3449, mais il y a 21 qui ont 300 et 400 enfants. 2015. Et puis 2016, pas grand chose ne se passe, bien au contraire, 17 de ces mamans-là sont plus mamans des lecteurs sur la liste électorale. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend pas. 2002, ça reprend, 2023, ça reprend. Et là encore, ce qui est curieux, c'est que sur cette nouvelle liste électorale de 2024, le nombre a chuté, mais drastiquement. Ça a diminué de 4300. Il y a 4300 de ces cas-là, de ces moments, qui ont quitté cette liste-là. Leurs enfants n'ont pas quitté la liste électorale. C'est que dit donc que les informations sur les parents ont changé. Est-ce que vous pouvez décider? Mais comme vraiment la liste électorale des cas de décès qui sont retirés, qui ne sont jamais élevés, donc ce n'est pas des cas de décès. C'est plutôt des cas où les informations ont changé, ont été modifiées. C'est ce qui fait que le programme ne les retrouve plus sur cette liste-là, avec les critères de recherche. Ça dit, si en 2023, cette dame avait 700 enfants,
Et qu'en 2004, quelqu'un ou toutes ces personnes sont venues changer pour dire que non, ma mère ne s'appelle plus Guy Olex, qui avait 700 enfants. Maintenant, ma mère s'appelle je ne sais pas quoi. Et donc, je suis sûr maintenant, elle a reçu l'enfant. Et on fait ça pour toutes ces 700 personnes. Du coup, elle sort de cette liste suspecte. Est-ce que vous voyez? Mais qui a fait ce travail? Ah, parce que, en principe, ça devrait peut-être chaque requérant qui vient modifier ces informations et qui apporte les éléments administratifs lui permettant de le faire. En principe. Est-ce que ça a été suivi? On n'en sait rien. Même si notre suspicion dit que ça a été fait de façon unilatérale, très probablement, par la CEI, ça pose problème. Maintenant, on parle la preuve de cela. C'est pour ça que je dis probablement. Parce que nous n'avons pas vu une très grande affluence des gens à modifier leurs informations. Parce que quand tu vas modifier les informations, tu remplis un formulaire. Et donc, sur la liste électorale, il doit marquer devant ton nom qu'il y a un formulaire que tu as rempli en 2024 pour changer tes informations. Mais tous ces cas-là n'ont pas de formulaire rempli. Ça veut dire que ça a été changé d'une façon vraiment qu'on ne comprend pas. Et donc, ça fait partie des éléments qu'il faut qu'on demande un audit. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens changent leurs informations comme ça? Et alors, on va voir combien d'électeurs sont partis par ça. En 2023, tous ces moments-là, leurs enfants, le total des électeurs que ça représentait, c'était 369 617 électeurs. Et en 2024, ça tombe à 143 506. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, leur présence même de 2015 jusqu'à 2020. Pourquoi? Qui sont ces mamans? Pourquoi est-ce qu'on ça? Et comme sûrement, les gens ont commencé à parler de ça, sûrement la CEI inquiète, a peut-être commencé à anticiper, et puis du coup en 2024, ces cas-là ont chuté. D'ailleurs, j'ai cru entendre un responsable de la CEI dire une fois en répondant à une question sur ce document-là, a dit, mais est-ce que vous voyez que ça n'a pas diminué en 2024? Donc vous savez que ça a diminué. Vous savez que c'était là depuis 2010, c'était opaque. On ne savait pas qui étaient ces gens. Et puis du coup, en 2024, donc vous connaissiez leurs identités réelles, leur existence. Et pourquoi tout ce temps-là, c'était flou? Parce que n'importe qui pouvait donc se passer pour ces personnes. Puisqu'on ne connaît pas leur maman, leur papa. Et nous, on n'a pas accès aux photos, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour vérifier aussi certaines choses. Donc, notre travail est limité. Mais la CEI savait qui étaient ces personnes, puisqu'elle a commencé à changer. Et d'ailleurs, ce qu'elle change là, c'est sur la base de quoi? On ne sait pas. Bon, je le dis, même pour être vraiment un peu plus objectif, la CEI n'a pas officiellement expliqué ça comme ça. Mais c'est moi, on analyse, en regroupant les discours de certains responsables de la CEI et en regardant aussi le listing électoral pour voir comment les changements ont été faits. Il n'y a pas eu de formulaire clairement. Et je ne pense pas que ce soit les gens eux-mêmes qui soient allés pour changer leurs informations. Et ça pose donc un problème. Une liste électorale où on peut changer les informations comme ça, qu'on peut manipuler à tout bout de champ, elle n'est plus une liste fiable. Parce que vous voyez, quand la liste est manipulée, il y a l'intention première, et puis après, ça peut partir après une intention contrôlée. Où il y a des gens qui n'ont pas demandé à changer leurs informations, et puis les informations ont changé. Il y a des cas que vous avez dû voir un peu. En tout cas, au FPI, le cas qui va faire vraiment le plus risque, le vice-président Hiro, qui est enregistré au Danemark, qui a toujours voté au Danemark, subitement, en 2024, il retrouve son nom sur une liste électorale au plateau. Il n'a pas demandé à changer. Mais qui a changé? Alors donc, on va avancer un peu plus rapidement. Et c'est mais nous avons aussi regardé la répartition géographique, d'où elle vient, où elles sont nées.
Et voici un petit aperçu ici. Boaké en tête, DJV, ODV, Bokada, Korogo, Daogo, etc. Donc vous voyez que c'est concentré dans la zone centre-nord. Ok? Voilà. Bon, donc on comprend déjà. Et on a fait la même analyse avec les pères. Je vais survoler ça, mais c'est la même situation. En 2010, il y en avait 15, et 2015 encore sont plus nombreux, etc., etc. Et ça a chuté encore en 2024. Voilà, c'est vraiment la même situation, donc je ne vais pas trop insister. Et les électeurs impactés par ce cas de paix, multiple voix, en 2023, il y en avait 329 754, et en 2024, ils sont 166 000. Donc, c'est toujours pas négligeable. Alors, souvent, les personnes répondent oui, non, ce ne sont pas des personnes distinctes. Ou bien, ce ne sont pas les mêmes personnes, ce sont des personnes distinctes, mais qui ont le même nom. Donc, il ne faut pas comptabiliser tout cela pour dire c'est une personne qui attend d'enfants. Bon, c'est une possibilité, mais elle est très peu probable. Pourquoi? Parce que on peut avoir le même nom, ça peut arriver, mais avoir le même nom, même prénom, même date de naissance, même lieu de naissance, la probabilité que cela arrive est très faible. Alors que là, on voit qu'il y en a beaucoup de cas sur la petite liste électorale de 8 millions. Donc statistiquement, c'est une anomalie. Ça ne va pas. Ça ne peut pas être des personnes distinctes. Elles ne sont pas toutes les mêmes personnes, c'est possible, mais en tout cas la majorité ont quelque chose en commun. Donc il y a ce premier élément. Mais en plus, le fait que ces personnes-là qui sont supposées être des personnes distinctes, qui ne se connaissent pas, qui ont des enfants comme ça, parce qu'ils ont juste les mêmes noms. Mais on remarque que ces deux enfants-là viennent sur la liste électorale au même moment. Il y a des années où ils viennent, et puis il y a des années où ils ne viennent pas. Comment des gens qui ne se connaissent pas se donnent rendez-vous pour venir suivre les listes électorales à des moments précis? Vous voyez que c'est encore pas rationnel. Donc, la seule explication rationnelle que nous voyons pour l'instant, c'est que, même si ce n'est pas forcément les mêmes personnes, mais c'est qu'il y a une main qui organise tout ça. Voilà. Un système, des individus, ça peut être, je ne sais pas, il ne faudrait pas que la CEI se sente forcément vexée. La CEI même peut ne pas savoir à qui il fait. Ça peut être des gens en dehors de la CEI, mais qui ont compris qu'il y a une faille à exploiter pour prendre le contrôle de la liste électorale d'un pays. Aussi simple que ça. Parce que c'est vulnérable. N'importe qui peut venir avec des documents, il peut encore voir n'importe qui peut fabriquer des documents. Si on fabrique des passeports, qui sont les documents qui sont supposés très fiables, si on falsifie ça à une échelle industrielle, c'est pas un certificat de nationalité ou une carte de qu'on ne peut pas falsifier. Très simple. Et avec ça, on vient s'inscrire sur la liste électorale, il n'y a pas de contrôle, puisque la CEI même dit qu'elle ne contrôle pas les pièces qu'elle a encore. Donc c'est vraiment une liste, mais qui est totalement vulnérable. Et aujourd'hui, avec les enjeux géopolitiques mondiaux, mais tous les pays protègent la liste électorale. Même quand les gens même viennent tout simplement parler dans le processus électoral d'un pays, sur TikTok, sur Facebook, les pays se plaignent. Parce que bien, vous faites une ingérence dans notre processus électoral. Mais nous, notre liste même là, c'est là comme ça. Les gens vous rentrez dedans. Clairement, il y a eu, il montre que, à travers ces filiations bizarres, c'est possible qu'il y ait une main qui soit en train d'organiser les inscriptions massives sur la liste électorale. Alors, c'est pareil pour les pairs aussi. Voici les villes et les départements répartis, c'est les mêmes. Et souvent, pour les pairs et les pairs, c'est les mêmes départements. Et donc là encore, c'est un élément qui prouve que c'est organisé.
Parce que même si les pères ont le même nom que ça se passe par exemple, les pères aussi ont le même nom, ils font exactement les mêmes choses que les pères. Bon, c'est vraiment trop synchronisé pour être aléatoire. Pour nous les statisticiens, quand on voit ces choses-là, qu'une forte corrélation, corrélation, c'est-à-dire qui bougent ensemble, c'est-à-dire quand un bouge, l'autre bouge, on ne peut pas nous dire qu'ils sont indépendants. Et ça viole même le principe même fondamental de la probabilité. Parce que quand des variables sont indépendantes, elles ont une corrélation qui est zéro. C'est-à-dire que ce que toi tu fais, ça ne passe pas ce que moi je fais aussi pour moi. Alors on est indépendant. Mais c'est quand je sors là, tu sors. Je m'assois, tu t'assois. Je me lève, tu te lèves. Je mange, tu manges. Statistiquement, on dira qu'on est liés. On a une corrélation. Maintenant, on peut creuser pour voir qu'est-ce qui nous lie. Dans tout cas, on analyse nos données, clairement, les stéréotypes sont les objectifs en commun. C'est ça. Donc, on ne peut pas nous dire que c'est des personnes indépendantes. Parce que statistiquement, on voit qu'il y a une forte corrélation. Tout se fait ensemble de façon synchronisée. Donc, on ne peut pas accepter l'argument qui dit que ce sont des personnes différentes qui ont juste le même nom. Ça ne tient pas, statistiquement, ça ne tient pas dans la logique, tout simplement. Alors, on va passer donc au doublon, au cas du doublon. Parce qu'il y en a sur cette liste électorale. Il y a des choses qui sont assez surprenantes. Nous avons cherché les doublons de deux manières. Il y a ce qu'on appelle les doublons masqués et puis les doublons parfaits. Alors, les doublons masqués, qu'est-ce que c'est? C'est là où les lecteurs, les deux lecteurs, ont exactement les mêmes informations, mais il y a une information périphérique qui change. C'est-à-dire, par exemple, la date de naissance du père. Parce que, comme on l'a dit initialement, selon nous, bon, on peut placer ça dans le cadre d'information. Elle est importante, mais on ne peut pas connaître. Et ces deux cas ont deux cas de lecteurs différents. Or, pour nous, c'est la même personne. Parce que quand on a vérifié, effectivement, toutes les informations sont les mêmes, sauf dans la naissance du père. Donc là, on change juste ça, mais comme ce n'est pas vérifié par la série, bon, on a trouvé avoir deux ou trois cas de lecteurs comme ça, aussi c'est. Parce que quand tu vas aujourd'hui à une RE, vous faites une modification, vous dites que bon, non, je t'ai trompé sur la date de naissance de mon père, mais en fait, voilà ça, mais je passe à quelle date. Je sais qu'il y a des deux de votre monde à laisser. Et puis voilà, tu as une autre cas de lecteur aussi simple. Bon, ces cas-là ne sont pas quand même les plus nombreux. Donc, on peut dire que ce n'est pas forcément des cas frauduleux, ça peut être juste que la personne s'est enrôlée deux fois, et puis les deux fois n'a pas donné les mêmes informations sur la date de naissance de son père. Ça peut arriver. Donc, ça, ce n'est pas les plus graves. Mais il y en a quand même 7000 en 2024. Ça ne peut pas bouger une élection. C'est pas beaucoup. Mais ce n'est pas plus long. Alors, le cas le plus grave pour l'instant, c'est ce qu'on appelle les doublons parfaits. Et les doublons parfaits, c'est-à-dire que là, toutes les informations sont les mêmes. Et puis c'est répété une fois, c'est-à-dire deux, trois, 4, 5 et 26. Et ces cas-là, il n'y en avait pas jusqu'en 2023, et en 2024, subitement, il y a 439 000 cas comme ça qui sont apparus sur la nouvelle liste électorale. Et la surprise, c'est que tous ces cas-là sont concentrés seulement dans l'année Tiassa. Tiassalé, Sikesi, Abogi. Bon, quand on dit Tiassalé, déjà, on comprend que peut-être qu'il y a quelqu'un qui est visé là-bas, mais allez dire à l'honorable à Salé Chiboko, quand Tiassalé, il y a beaucoup de doublons sur la liste électorale. Donc, il n'a qu'à essayer de voir aussi ce qui se passe là-bas. Et nous finissons donc par la transhumance électorale. Bon, la transhumance électorale, elle n'est pas illégale en principe. C'est quand l'électeur change de lieu. Mais, quand on prend en compte ceux qui étaient déjà sur la liste électorale, ils sont venus d'ailleurs et ils nous font bouger.
c'est bien de 102%. C'est-à-dire qu'ils ont doublé même la population de gens qui étaient là en 2023. Vous comprenez que là, il y a un lit sous roche. C'est comme si a bougé, il y a 2% des électeurs qui sont quittés dans le pour aller ailleurs. 2%, mais Abidjan a le plus gros électorat. Donc 2% des choses beaucoup, ça fait beaucoup. Donc il y a 7 000 électeurs qui ont quitté Abidjan pour aller s'adresser ailleurs. Bon, le tableau est plus long que ça, mais j'ai juste coupé le haut et le bas pour montrer la dynamique et la transhumance. Mais sinon, ça sont des choses que nous analysons nous du parti dans la veille stratégique électorale. Pour comprendre les mouvements, les dynamiques. Quand on a fait cette analyse depuis 2010, je vais juste montrer la dernière. Sinon, quand on regarde la transhumance, on peut voir par exemple que les trucs comme Kung Fao, je ne sais pas qui vient de là-bas, mais en tout cas la liste électorale a gonflé de beaucoup de transhumants. Voilà. Voilà. Donc, voici à peu près les grands éléments que nous avons trouvés à ce stade de notre analyse, qui continue, elle n'est pas terminée, mais nous pensons qu'il y a suffisamment d'éléments pour vraiment prendre l'opinion à témoin pour dire que cette liste électorale, elle ne respecte pas la loi, majoritairement, elle est opaque, parce qu'il y a beaucoup d'électeurs dont l'identité n'est pas clairement déterminée. Elle est irrationnelle parce qu'il y a des situations inexplicables sur cette liste et donc elle n'est pas fiable, elle n'est pas crédible. On ne peut pas aller à l'élection présidentielle avec cette liste sans rien faire. C'est vraiment un ingrédient pour faire une élection bâclée qui ne sera pas transparente ni démocratique. Alors, la conclusion qui s'impose, c'est qu'il faut un audit indépendant pour peut-être invalider tout ce que nous avons trouvé là. Parce que c'est un travail que nous avons fait. Si des gens estiment que ce n'est pas vrai, que c'est faux tout ça, il n'y a pas de problème. L'expert indépendant viendra aussi, et nous aussi, on sera là, et puis on va confronter les analyses. Et puis quelque chose sera décidé à la fin, et puis les directives seront données. Mais nous, ce que nous souhaitons, c'est non seulement ce tour-là, mais que la liste électorale soit nettoyée des cas les plus flagrants qui la rendent vraiment inapte, inadaptée à être la liste sur laquelle les élections non sont On vient d'écouter le FPI. Après que nous ayons écouté il y a quelques jours d'ici Maître Abiba Touré, nous écoutons là aujourd'hui le FPI. Le FPI qui a décidé de sortir également et de parler fort. Oui, parler fort pourquoi? Parler fort parce qu'il faut le dire, la CEI est en complicité avec le RHDP pour détruire la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas mâcher les mots, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il faut dire les termes. La CEI, avec la complicité du RHDP, veut détruire la Côte d'Ivoire avec une liste électorale truffée de toute irrégularité. Une liste électorale qui démontre que la fraude électorale est déjà préparée. Mais ne vous inquiétez pas. Le gouvernement en place a menacé, n'est-ce pas, l'opposition. Nous avons écouté les vidéos de Touré Mamadou et d'Adjoumani lors de la tribune du RHDP. Et ce que Touré Mamadou essaie de dire, c'est que en 2020, ils ont été surpris, en 2026, ils ne seront pas surpris. Et nous avons écouté Adjoumani qui dit, personne ne va mettre, n'est-ce pas, les foulards parce que tout le monde sera fouillé. Mais qui ne vous dit pas que c'est vous qui allez fuir? En fait, ces gens pensent réellement qu'ils ont pu maîtriser le peuple de Côte d'Ivoire, qu'ils ont pu les effrayer et que ce peuple ne peut rien faire. Mais ne vous inquiétez pas. Alassane Ouattara a déjà tenté un jour de sauter les clôtures pour fuir. Espérons qu'il ne fasse pas la même chose cette fois-ci. Parce que vous pensez que les gens ont peur de vous. Ce n'est pas un problème de peur, mais de respect de la loi et des constitutions. Ceux qui sont en face de vous sont des opposants civilisés. Si le Conseil constitutionnel a déclaré Alassane Ouattara vainqueur, même s'ils ne sont pas d'accord, ils ont fini par accepter, respectant la loi, ce que vous n'avez pas fait en 2010. Parce qu'en 2010, on a dit Babou a gagné, vous avez dit il n'a pas gagné. Et vous êtes parti écouter les résultats de la CEI. Et pourtant, les opposants d'aujourd'hui étant civilisés, ont décidé de respecter et se tenir aux normes du Conseil constitutionnel. Mais, en 2025, ce Conseil constitutionnel ne pourra même pas se proclamer parce qu'élection, il n'y aura pas. C'est de ça qu'il s'agit.
Tout va commencer au niveau de la liste électorale. Personne ne peut accepter cette liste électorale qui est truffée de toutes les irrégularités. Le FPI nous parle de 6 millions d'inscrits qui sont inscrits de manière irrégulière. Et quand ils vont à la CEI pour régler le problème, bah la CEI, qu'est-ce qu'elle dit? Mais elle dit qu'il n'y a pas de bureau là-bas pour régler ce genre de problème. Mais il faut s'asseoir quand même. Il faut les écouter. Il faut discuter avec eux et voir ce qu'ils vous amènent à main. Ils vous parlent de contentieux. Est-ce possible de faire un contentieux de 6 millions de personnes en 15 jours? Dites-nous la vérité. Ne nous prenez pas pour des moutons. Est-ce que c'est possible de faire le contentieux de 6 millions de personnes en 15 jours? Ce n'est pas possible. Dans la CEI en complicité, l'opposition devrait à un moment donné, chacun derrière sa bannière, lancer des appels clairs, nets et précis. Nous avons vu hier le PDC RDA, dont les militants sont sortis de manière spontanée pour défendre leur leader. Nous espérons qu'au moment venu, les militants de tous bords politiques feront la même chose pour défendre pour une liste que tout le monde est d'accord. Ceci dit, la team, dis-moi ce que vous pensez par rapport à cette sortie de FPI. On se voit pour une autre vidéo.